Une officière blonde du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie française que l'on dit être la meilleure au monde, lança un défi dangereux à un soldat des forces spéciales de l'armée de l'air, accompagné d'un ricanement arrogant. « Si tu me bats dans le ciel, je t'offre ma nuit. Mais si je gagne, tu obéiras à mes ordres. » Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle venait de provoquer était une légende vivante du commando parachutiste de l'air Neurodis, l'unité qui règne sur les cieux pour la France. Si cette histoire vous plaît après lecture, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à activer les notifications. Merci. Une chaleur suffocante montait de la piste en asphalte, créant des mirages scintillants. Le soleil, tel un immense haut fourneau, martelait le tarmac, rendant même l'été du sud de la France, pourtant familier, étrangement hostile. Nous étions sur la base d'entraînement interarmée de Pau, au cœur des Pyrénées-Atlantiques. La chaleur émanant des énormes avions de transport de l'armée de l'air, l'odeur de sueur des commandos français et une tension palpable se mêlaient à la poussière pour alourdir l'atmosphère. L'entraînement conjoint de saut en parachute à haute altitude entre les membres du CPA-10, commando parachutiste de l'air Neurodis, surnommés les Faucons, et les opérateurs du GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, touchait à sa fin. C'était la rencontre de deux unités se proclamant les meilleures de France, mais l'air entre elles était tout sauf amical. Il était inévitable qu'une guerre d'ego invisible éclate, chacun jaugeant les compétences de l'autre et testant les limites de son sang-froid. L'adjudant-chef Julien Dubois vérifiait en silence son masque à oxygène et son équipement de saut. Ses gestes, rodés par des milliers de répétitions, étaient précis et sans fioritures, comme ceux d'une machine. Des perles de sueur coulaient sur sa nuque cuivrée, sous ses cheveux coupés courts, mais son regard restait aussi calme qu'un ciel d'automne. Près de 20 ans au service de l'armée avaient transformé son corps en une arme vivante, et ses émotions étaient enfouies profondément sous une carapace de granit. Alors, le commando, tu sais au moins comment vérifier ton matériel ? Ce serait dommage d'oublier comment ouvrir ton parachute là-haut. Une voix aiguë et tranchante brisa le calme de Julien. C'était la capitaine Éléonore de la Roche. Une femme officier du GIGN, réputée pour ses compétences exceptionnelles au sein même de cette unité d'élite. Avec ses cheveux blonds attachés en un chignon impeccable et ses yeux bleus intelligents derrière des lunettes à monture en titane, elle avait l'apparence typique d'une militaire d'élite, mais ses paroles étaient toujours aussi acérées qu'une lame de rasoir. Son regard n'était pas fixé sur les mains de Julien, mais planté sur son visage, chargé de moquerie. Les membres du GIGN autour d'elle ricanèrent. Leurs yeux affichaient un mépris flagrant et un sentiment de supériorité envers ces soldats de l'armée de l'air qu'ils considéraient comme de simples faire-valoir pour prouver leur propre grandeur. Le sergent Bernard, qui vérifiait son équipement à côté de Julien, faillit se lever d'un bond sous l'insulte, mais un simple regard indifférent de Julien le cloua sur place. Il savait par expérience que la colère était la plus stupide des manifestations émotionnelles, surtout face à un adversaire qui la provoquait ouvertement. « L'équipement est en ordre, mon capitaine », répondit Julien d'une voix basse, sans même tourner la tête. Sa voix était dénuée de toute émotion. Il ne faisait que constater un fait. Cette attitude neutre eut le don d'irriter encore plus la capitaine de la Roche, habituée à toujours dominer ses interlocuteurs, tant sur le plan émotionnel que professionnel. En ordre, tu penses vraiment pouvoir suivre mon rythme avec cet équipement ? Des dizaines de sauts en conditions réelles, des centaines d'entraînements. Je peux atterrir sur la cible les yeux fermés. Vous ne faites que m'imiter. Elle s'approcha de Julien d'un pas décidé et lui tapota l'épaule. Une provocation évidente. Son corps ne sentait pas le parfum coûteux, mais un mélange de poudre et d'acier, preuve qu'elle n'était pas une simple officier de bureau, mais une véritable combattante de première ligne. L'objectif de cet entraînement est la coopération, pas la compétition. La coopération ? Le faible ne coopère pas avec le fort, il lui obéit. Un sourire narquois se dessina sur les lèvres de la capitaine. Elle balaya l'assemblée du regard et éleva la voix pour que tout le monde entende. Très bien. Puisqu'on en parle, que diriez-vous d'un pari amusant ? Que tous ceux qui sont ici soient témoins. Tous les regards se tournèrent vers eux, même le bruit de fond de la base sembla s'éteindre un instant. Vous voyez la zone cible là, bas. Les coordonnées sont déjà mémorisées par tout le monde, n'est-ce pas ?
Lors du dernier saut que nous allons effectuer, le premier qui atterrira le plus près et le plus précisément du centre de la cible aura gagné. » Ses yeux bleus fixaient Julien comme pour le transpercer. Son regard débordait de l'arrogance de celle qui est certaine de sa victoire. « Si tu gagnes. » Elle marqua une pause, le toisant de haut en bas avec un regard si direct qu'il en était presque évaluateur. « Je passerai la nuit avec toi, à faire tout ce que tu désires. Je satisferai n'importe laquelle de tes requêtes. » L'air se figea. Des sifflements et des rires graveleux éclatèrent parmi les gendarmes. Les visages des commandos de l'air devinrent rouges de colère. Ce n'était pas un simple pari. C'était une insulte, une tentative d'humilier non seulement un soldat, mais aussi l'honneur de son unité et de sa nation. La capitaine de la Roche continua, imperturbable, sa voix se faisant plus froide et plus dure. « Mais si je gagne, vous, adjudant-chef Julien Dubois, vous devrez obéir à tous mes ordres comme un chien jusqu'à la fin de cet entraînement. La seule réponse que j'accepterai sera « Oui, mon capitaine. » Alors, ça te tente ? Ou tu as trop peur pour relever le défi, courageux soldat de la République ? Une proposition humiliante, formulée avec une habileté diabolique qui lui fermait toute issue. Ces paroles n'étaient pas seulement une provocation envers Julien, mais une déclaration de guerre adressée au CPA, dit tout entier, et par extension, à toute l'armée de l'air. Julien releva lentement la tête. Pour la première fois, ses yeux noirs croisèrent directement les yeux bleus de la capitaine. Son regard était aussi profond qu'un abîme, et pendant un instant, Éléonore ne put y lire que son propre reflet. Aucune colère, aucune gêne, aucune émotion. C'était comme si tous les bruits ambiants étaient aspirés par les lèvres de Julien. Un long et lourd silence s'installa. Le sergent Bernard priait intérieurement pour que Julien lui mette son poing dans la figure, pour qu'il laisse au moins une marque sur le visage de cette femme arrogante. Enfin, les lèvres de Julien s'entr'ouvrirent lentement. « D'accord. » Sa voix était toujours calme, mais le poids de ce simple mot semblait écraser toute la base d'entraînement. « J'accepte le pari. »« Conan ?» Un sourire de satisfaction fleurit sur le visage de la capitaine. Elle pensait que le tigre était tombé de lui-même dans le piège qu'elle avait tendu. Mais ni elle, ni ces hommes du GIGN ne savaient à qui ils venaient de déclarer la guerre. La capacité d'infiltration par voie aérienne du CPA 10 Newton n'était pas le simple résultat d'un entraînement. C'était une question de survie, forgée par les terrains hostiles, les climats extrêmes et les théâtres d'opération les plus exigeants du monde où la France était engagée. Pour eux, le ciel n'était pas un espace de vol, mais le couloir le plus secret et le plus mortel pour frapper au cœur de l'ennemi. Et au sommet de cette expertise se trouvait l'adjudant-chef Julien Dubois. Il était la légende vivante du CPA 10, celui que l'on surnommait le maître des cieux. Julien se remit à vérifier son équipement en silence. Une énergie subtile, différente, émanait de ses gestes. Ce n'était pas de la colère ni de l'humiliation. C'était la tranquille détermination du prédateur alpha qui a enfin trouvé un adversaire digne de lui, un adversaire contre qui il devait jouer son va-tout. Un vent chargé de poussière lui caressa la joue comme le prélude à la guerre qui allait bientôt se déchaîner dans les cieux. La lourde carcasse de l'avion de transport A400 SM Atlas fit vibrer le sol en décollant. Le paysage de la base d'entraînement s'éloigna rapidement, se transformant en un point minuscule. La cabine était remplie d'un bruit assourdissant, mais un silence de glace régnait dans l'espace où les équipes du GIGN et du CPA 10 se faisaient face. Julien, adossé à son siège, avait les yeux fermés. Il s'était coupé des bruits extérieurs pour se concentrer uniquement sur son monde intérieur. Les battements de son cœur, le flux de son sang, les micro-vibrations de ses muscles. Il contrôlait son corps comme une machine de précision. Dans son esprit, des centaines, des milliers de simulations se déroulaient en boucle. La direction et la vitesse du vent, la densité de l'air, la topographie de la zone cible, et la manière dont son propre corps s'harmoniserait avec toutes ces variables. Un calcul parfait. De son côté, la capitaine de la Roche, les bras croisés, le fixait intensément. Le calme de cet homme du Sud l'agaçait. N'importe quel autre homme aurait réagi à sa provocation par la colère ou aurait montré des signes d'excitation face à sa beauté et à sa proposition. Mais Julien restait imperturbable, comme un rocher au milieu d'une montagne. Était-ce une comédie calculée ou la méprisait-il vraiment ? De toute façon, le résultat est déjà écrit, se dit-elle. Sa confiance n'était pas une arrogance sans fondement.
Des montagnes escarpées d'Afghanistan au désert du Sahel, elle avait frôlé la mort d'innombrables fois. Les sauts à très haute altitude, dits HALO, High Altitude, Low Opening, étaient pour elle aussi naturels que de respirer. Son corps était entraîné pour s'adapter aux conditions les plus extrêmes, et son esprit, pour rester lucide dans n'importe quelle situation imprévue. Elle se savait, sans l'ombre d'un doute, la meilleure au monde. L'avion de transport continuait de prendre de l'altitude. La température en cabine chuta brusquement et l'air se raréfia. Les opérateurs mirent leurs masques à oxygène. Seul leur souffle rauque se faisait entendre par intermittence. Lorsque l'aiguille de l'altimètre atteignit 9000 mètres, le voyant rouge du chef de soute s'alluma. Signal de préparation au saut. Les hommes se levèrent avec une discipline parfaite et se dirigèrent vers la rampe arrière. Julien et Éléonore se placèrent côte à côte, en première ligne. À l'extérieur de la rampe grande ouverte s'étendait un océan de ciel bleu profond et de nuages blancs. Le sol était invisible. C'était un paysage vertigineux, comme s'il se tenait au bord du monde. Un vent glacial et coupant s'engouffra dans l'avion, secouant violemment leurs treillis de combat. La capitaine tourna la tête vers Julien. Impossible de lire son expression à travers le masque à oxygène et les lunettes, mais son regard débordait toujours de confiance. Elle se pointa du doigt, puis fit un geste avec son pouce vers le bas. Un message sans équivoque, « Tu vas perdre ». Julien ne réagit pas. Il se contentait de fixer le vide infini au-delà de la rampe. Son regard ne portait ni sur le ciel, ni sur les nuages, mais sur un point invisible bien au-delà, la cible. Enfin, le voyant vert s'alluma. Signal de saut. « Go !» Maïtan. Au cri du chef de soute, la capitaine de la Roche se jeta dans le vide sans la moindre hésitation. Son mouvement était fluide et parfait, comme un dauphin plongeant dans l'eau. En un instant, elle adopta la position de chute libre et disparut vers les profondeurs insondables. Juste après elle, Julien se lança à son tour. Son mouvement n'était pas aussi spectaculaire que celui d'Éléonore. Il sembla plutôt s'infiltrer dans l'air en silence, comme s'il n'avait jamais été là. C'était un mouvement qui tenait plus de l'instinct que de la technique apprise. Immédiatement après eux, les membres du GIGN et du CPA-10 commencèrent leur saut, les uns après les autres. Ils seraient les témoins privilégiés de ce duel. À 9000 mètres d'altitude, dans un froid avoisinant les négatifs 50 degrés Celsius et un air raréfié, aucun être humain ne peut survivre sans équipement. C'était le domaine de la mort. Seul le hurlement du vent déchirait les tympans. Éléonore, en pleine chute libre, maintenait une posture parfaite tout en descendant à grande vitesse. Elle ajustait subtilement ses bras et ses jambes pour équilibrer son corps et se diriger dans la direction souhaitée. Elle vérifiait constamment son altimètre et son GPS au poignet, calculant la trajectoire la plus courte vers la cible. Tout se déroulait parfaitement selon ses plans. Elle jeta un rapide coup d'œil vers le haut. Julien la suivait, légèrement en retrait. Sa posture semblait quelque peu maladroite, comme s'il luttait contre la résistance de l'air. Rien de spécial, finalement. Un sourire invisible se dessina sur ses lèvres. Elle pensait que le pari était déjà plié. Il ne lui restait plus qu'à imaginer avec plaisir comment elle allait le soumettre et l'humilier. Mais il y avait une chose qu'elle ignorait. La posture prétendument maladroite de Julien était en réalité sa façon de sentir les courants d'air avec tout son corps. Il ne se fiait pas uniquement aux instruments. Grâce à des milliers de sauts, son corps avait appris à lire le chemin du vent. Il était en train de cartographier avec tous ses sens une carte invisible des gigantesques courants aériens. À 5000 mètres d'altitude, une épaisse couche de nuages apparut devant eux. Une zone dangereuse où la visibilité serait totalement nulle. Éléonore hésita un instant, mais plongea aussitôt dans les nuages. Ralentir signifiait perdre. Elle n'avait d'autre choix que de se fier à son GPS et à son instinct pour traverser. Tout autour d'elle n'était qu'un brouillard gris. Une situation cauchemardesque où il était facile de perdre tout sens de l'orientation. Éléonore lutta pour maintenir sa position, se fiant uniquement à ses instruments. Quelques secondes qui parurent durer des minutes s'écoulèrent. Lorsqu'elle traversa enfin la couche nuageuse, Éléonore poussa un soupir de soulagement. Mais à cet instant, elle dut en croire ses yeux. Loin en dessous d'elle, un point noir tombait, bien en avance. C'était Julien. C'était impossible. Il était derrière elle, c'était certain. Que s'était-il passé dans les nuages?
Éléonore était en proie à la confusion. Juste avant d'entrer dans la couche nuageuse, Julien avait détecté un puissant courant descendant que les autres chuteurs n'avaient pas perçu. Sans hésiter, il s'était laissé porter par ce courant. C'était un pari extrêmement risqué, comme monter un cheval sauvage en furie. Une erreur, et il aurait pu perdre le contrôle de son corps, partir en vrille et s'écraser. Mais Julien maîtrisa parfaitement ce courant violent. Au lieu de lutter contre le vent, il avait choisi de ne faire qu'un avec lui. Non seulement il avait dépassé Éléonore dans les nuages, mais il avait aussi gagné une vitesse inimaginable, creusant un écart considérable. Éléonore, réalisant son retard, tenta de le rattraper en adoptant une position encore plus aérodynamique pour augmenter sa vitesse. Mais la distance qui les séparait était déjà trop grande pour être comblée facilement. Ses calculs parfaits et sa technique affûtée par l'entraînement s'effondraient face au sens surnaturel de Julien, capable de lire les flux de la nature. Pour la première fois, une lueur d'anxiété apparut dans ses yeux bleus. Dans le silence glacial des hautes altitudes, elle sentit toutes ses certitudes vaciller. Le sol, visible loin en dessous, lui semblait être une bouche géante se moquant d'elle. Le sang-froid d'Éléonore, si sûr de sa victoire, commençait à se fissurer. Il fallait le rattraper. Il fallait le rattraper. Elle profila son corps au maximum pour réduire la résistance de l'air et accélérer. Descendant à plus de 300 km/h, elle poursuivait désespérément la silhouette de Julien qui s'éloignait comme un point noir. Mais Julien, comme pour se moquer de sa tentative, continuait sa descente stable avec une posture encore plus efficace. Il minimisait les mouvements inutiles, ne conservant que la trajectoire optimale vers la cible. C'était le domaine de l'instinct animal, gravé dans son corps par d'innombrables expériences. Éléonore se mordit la lèvre de frustration. Elle avait toujours été la meilleure. Diplômée avec les honneurs de Saint-Cyr, elle avait survécu aux stages commando les plus rudes, à égalité, voire en surpassant les hommes. Lors de la sélection du GIGN, elle avait cloué le bec aux instructeurs qui doutaient de sa force physique et mentale. La compétition était sa vie, et la défaite un mot qui n'existait pas dans son dictionnaire. Et maintenant, elle se faisait dominer par un soldat d'un petit pays d'Orient dont elle ne connaissait même pas le nom. Et ce, dans le domaine où elle se sentait la plus forte, elle ne pouvait pas l'accepter. Non, elle ne voulait pas l'accepter. Ce n'est pas fini. Il reste l'atterrissage. L'essentiel d'un saut à haute altitude n'était pas seulement de tomber vite, mais d'atterrir le plus précisément possible sur une zone définie. Le jugement et la technique du dernier moment décideraient du vainqueur. Éléonore décida de tout miser sur l'atterrissage final. L'altimètre indiqua 1200 mètres. Il était temps d'ouvrir le parachute. Julien fut le premier à bouger. Sans hésitation, il tira la poignée dans son dos. Avec un bruit sec, le parachute extracteur jaillit, suivi de la voile principale qui se déploya comme une aile immense, réduisant brutalement sa vitesse de chute. À peine quelques dixièmes de seconde plus tard, Éléonore ouvrit également son parachute. Pour les deux, le timing était parfait. Un civil n'aurait même pas pu distinguer la différence. Mais pour ces deux experts, ce bref instant était une éternité qui pouvait sceller la victoire ou la défaite. Dès l'ouverture de sa voile, Julien saisit les commandes pour sonder les courants environnants. Tel un pilote de cerf-volant géant, il se mit à glisser avec aisance vers la cible, porté par le vent. Ses mouvements étaient fluides et naturels. Éléonore, elle aussi, fit preuve d'un pilotage exceptionnel. Elle utilisa un fort vent de travers pour maintenir sa vitesse et tenter de réduire la distance avec Julien. Son pilotage était précis et méticuleux, comme sorti d'un manuel. Chaque mouvement semblait suivre une formule calculée. Mais l'approche de Julien était différente. Il ne se fiait pas à des formules. Il lisait le vent. Il sentait avec tout son corps les flux d'air invisibles, les subtiles variations des courants ascendants et descendants, et se laissait porter par eux comme un surfeur sur une vague. Parfois, il accélérait en ligne droite. Parfois, il faisait délibérément un détour pour attraper un vent plus fort. Au sol, les membres des deux unités retenaient leur souffle. Les deux voiles, qui semblaient s'être ouvertes presque simultanément, dessinaient dans le ciel des trajectoires complètement différentes. Si la voile d'Éléonore suivait une route rectiligne et agressive, celle de Julien semblait danser avec le vent, décrivant des courbes douces comme s'il s'agissait d'une créature vivante. « C'est possible, ça ?» murmura un membre du GIGN, incrédule.
Même pour eux, le vol de Julien était d'une virtuosité extraordinaire. Ce n'était plus une question de technique. La zone cible était un cercle de 10 mètres de diamètre, avec un drapeau rouge planté en son centre. L'enjeu était de savoir qui atterrirait le plus près du drapeau. Éléonore entama son approche finale en perdant rapidement de l'altitude pour augmenter sa vitesse. Tel un chasseur frappant sa cible, elle piqua vers la zone d'atterrissage avec un angle précis. Selon ses calculs, elle devait pouvoir atterrir exactement au centre du cercle. À cet instant, une rafale de vent se leva. Un vent violent et inattendu poussa sa voile sur le côté. « Merde !» Éléonore tira instinctivement sur les commandes pour corriger sa trajectoire, mais il était déjà trop tard. Son corps déviait légèrement de la cible. Elle se débattit pour corriger son point d'atterrissage, mais il était difficile de retrouver l'équilibre une fois perdu. En revanche, Julien, comme s'il avait anticipé cette rafale, l'utilisa à son avantage. Il inclina légèrement sa voile dans la direction du vent pour minimiser la résistance et utiliser sa force pour une dernière impulsion. Pour tous ceux qui observaient depuis le ciel, la scène se déroula comme au ralenti. Éléonore atterrit brutalement à environ 3 mètres du bord du cercle. Le choc de l'atterrissage la fit mettre un genou à terre pour ne pas tomber. Et l'instant d'après, une ombre la recouvrit. C'était Julien. Tel un oiseau géant se posant délicatement sur une branche, il atterrit en douceur, sans bruit ni impact. Sa botte de combat toucha le sol juste à côté du drapeau rouge planté au centre de la cible. Un atterrissage parfait. Pas même un centimètre d'erreur. Un silence de mort s'abattit sur la piste. Les membres du GIGN restaient bouche bée, sans voix. Ils ne pouvaient pas croire ce qui venait de se passer sous leurs yeux. La capitaine de la Roche, qu'ils croyaient être la meilleure, venait de perdre, et de manière écrasante. En revanche, une fierté tranquille illumina le visage des membres du CPA 10. Ils ne crièrent pas victoire, ni ne se moquèrent de leurs adversaires. Ils se contentèrent de graver en silence dans leur cœur la victoire magistrale de leur leader. C'était leur manière de faire. Julien commença à plier son parachute comme si de rien n'était. Il n'afficha ni la suffisance du vainqueur, ni ne jeta un regard au perdant. Pour lui, ce n'était pas un pari, mais simplement une partie de sa mission, comme toujours. Éléonore, qui l'observait, abasourdie, à genoux, se releva lentement. Lorsqu'elle retira son casque et ses lunettes, son visage apparut, maculé de sueur et de poussière. Ses yeux bleus étaient un mélange complexe de choc, d'humiliation et d'une admiration incompréhensible. Elle s'approcha de Julien. Elle ne savait pas quoi dire, s'excuser, admettre sa défaite. Son orgueil ne le lui permettait pas si facilement. Ce n'est qu'après avoir fini de ranger son parachute que Julien se tourna enfin vers elle. Ses yeux noirs étaient toujours aussi profonds et calmes. Ils ne contenaient ni l'arrogance du vainqueur, ni la pitié pour le perdant. « Un pari est un pari », dit Julien à voix basse. Sa voix, à peine audible dans le vent, résonna comme un coup de tonnerre aux oreilles d'Éléonore. Il n'ajouta rien de plus et se dirigea vers ses coéquipiers qui l'attendaient déjà. En regardant sa silhouette s'éloigner, Éléonore sentit pour la première fois de sa vie un sentiment d'impuissance, tandis qu'une émotion chaude et inconnue montait du plus profond de sa poitrine. C'était une émotion différente de la colère, une émotion inexplicable. Ce soir-là, l'obscurité tomba sur la petite ville près de la base. L'ambiance dans les quartiers des soldats, qui se reposaient après un entraînement éprouvant, était radicalement différente d'une unité à l'autre. Un lourd silence régnait dans les quartiers du GIGN. La défaite de la journée avait profondément blessé leur fierté, et la capitaine de la Roche, en particulier, s'était enfermée dans sa chambre, refusant de parler à quiconque. En revanche, dans les quartiers du CPA 10, bien que l'ambiance semblât normale en surface, les yeux des membres brillaient d'une vitalité et d'une fierté discrète. Ils ne se vantaient pas bruyamment de la victoire de l'adjudant-chef Dubois, mais tous partageaient un sentiment de satisfaction intense. « Mon adjudant-chef, vous avez été incroyable. Vous leur avez bien rabattu leur caquet à ces arrogants du JAGN. » dit le sergent Bernard, incapable de contenir son excitation en s'approchant de Julien. Julien, qui nettoyait méticuleusement son fusil, répondit d'une voix basse. « Ne t'emballe pas, Bernard. L'entraînement n'est pas terminé. Une seule victoire ne décide de rien. » Sa voix était calme comme toujours, mais Bernard comprit tout le poids de ses paroles.
Julien n'était pas du genre à se laisser griser par une victoire personnelle. Il voyait toujours plus grand. Après avoir fini de nettoyer son arme, Julien se leva. Au moment où il s'apprêtait à quitter le quartier, un officier de liaison s'approcha et lui tendit un petit bout de papier. Sur le papier, 1 heure et quelques mots étaient inscrits, « Banc devant le foyer ». C'était sans aucun doute un message de la capitaine de La Roche. À l'heure convenue, Julien, en uniforme impeccable, se dirigea vers le lieu du rendez-vous. La capitaine de La Roche était déjà assise sur le banc. Elle ne portait pas son treillis, mais une simple tenue de sport. Son visage sans maquillage et ses cheveux blonds attachés en queue de cheval lui donnaient l'apparence d'une jeune femme ordinaire, mais son dos droit et son regard perçant indiquaient qu'elle n'était pas n'importe qui. Quand Julien s'approcha, elle leva la tête pour le regarder. Ses yeux bleus n'avaient plus l'arrogance de la journée. Ils étaient maintenant un mélange de confusion et d'émotions complexes. « Assieds-toi ». Elle désigna la place à côté d'elle d'un mouvement de menton. Julien s'assit en silence à côté d'elle. Un silence gêné s'installa entre eux. Les rires des soldats au loin semblaient particulièrement forts. Ce fut Éléonore qui rompit le silence la première. « Je reconnais ta supériorité aujourd'hui. J'ai perdu. » Sa voix était basse, mais claire. Admettre sa défaite devait être incroyablement difficile pour elle. « Alors, je suis venu tenir ma promesse. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Elle le regarda avec un air de défi, comme pour se donner une contenance. Elle s'attendait à ce que Julien l'humilie ou lui fasse une demande dégradante. Peut être même une demande sexuelle explicite, et elle s'y était préparée mentalement. Quelle que soit la demande, elle l'accepterait avec stoïcisme. C'était le devoir du perdant et le dernier lambeau de fierté qu'elle pouvait préserver. Julien ne la regarda pas, mais leva les yeux vers le ciel nocturne. Le ciel était rempli d'étoiles. « Ce que je veux. » Il commença à parler lentement. En entendant sa voix, Éléonore déglutit sans s'en rendre compte. « Apprenez-moi. »« Pardon ?» Éléonore n'en croyait pas ses oreilles. C'était un mot totalement inattendu. Julien tourna la tête et, pour la première fois, la regarda droit dans les yeux. Ses pupilles noires brillaient étrangement dans l'obscurité. « Apprenez-moi comment vous avez atteint tel niveau de compétence. Vos méthodes d'entraînement, votre expérience, tout ce qui a fait de vous la meilleure du monde. Je veux apprendre de vous. » Éléonore resta sans voix un instant. C'était plus choquant que n'importe quelle demande qu'elle avait pu imaginer. Pas d'humiliation, pas de moquerie, pas de demande sexuelle. C'était la forme la plus pure de respect et de soif d'apprendre qu'un vainqueur pouvait adresser à un vaincu. Elle pensa d'abord qu'il se moquait d'elle. « Tu te fiches de moi? C'est toi qui as gagné? Pourquoi voudrais-tu apprendre de moi? Aujourd'hui, j'ai simplement eu de la chance. Le vent m'a aidé. Et vous avez commis une toute petite erreur. Mais si l'on considère l'ensemble de nos compétences, j'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Surtout votre expérience du combat réel, un domaine où je ne peux pas rivaliser. Ce que vous avez vécu en Afghanistan et au Sahel, comment vous avez survécu et accompli vos missions là-bas, tout cela m'intéresse. » La voix de Julien était dénuée de toute fausseté ou artifice. Il était sincère. Au lieu de se vanter de sa victoire et de rabaisser son adversaire, il reconnaissait les forces de l'autre et cherchait à en tirer des leçons. Éléonore eut l'impression de recevoir un coup de marteau sur la tête. Ce soldat qu'elle avait méprisé incarnait l'image du véritable guerrier qu'elle avait poursuivi toute sa vie. L'humilité de s'entraîner sans cesse, de trouver des leçons même chez l'ennemi, et une force d'âme qui transcendait la victoire et la défaite. Elle comprit. Sa défaite n'était pas simplement due à la technique ou à la chance. C'était une défaite qui provenait de la différence fondamentale de leur stature en tant que soldats. Elle s'était focalisée sur le fait de gagner le pari, alors que lui se concentrait sur sa propre progression à travers le combat lui-même. La honte l'envahit. Elle réalisa à quel point son arrogance et ses préjugés étaient stupides et puérils. Elle avait voulu piétiner la fierté de Julien, mais c'était lui qui l'avait forcé à affronter sa propre faiblesse intérieure. « Qu'est-ce que je pourrais bien t'apprendre » La voix d'Éléonore sortit malgré elle, faible et tremblante. Julien la regarda tranquillement. Puis il se leva. « Il est tard ce soir. Vous pourrez commencer à m'apprendre dès demain. Jusqu'à la fin de l'entraînement, je serai votre élève. C'est ce que je désire. » Il lui fit un bref salut de la tête, puis se tourna et repartit vers ses quartiers.
Restée seule, Éléonore resta assise sur le banc, hébétée, pendant un long moment. L'air de la nuit était froid. Elle enfouit son visage entre ses genoux. Des larmes chaudes coulèrent sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes d'humiliation. C'étaient des larmes nées d'un sentiment qu'elle ressentait pour la première fois de sa vie, le respect. Cette nuit-là, Éléonore ne dormit pas. Son esprit était entièrement occupé par cet homme, Julien Dubois. Son regard calme, sa voix posée, et la demande inimaginable du vainqueur. Il avait fait s'effondrer d'un seul coup les murs du monde qu'elle s'était construit. Et sur ces ruines, elle sentait germer une graine d'émotion totalement nouvelle. Elle ne savait pas encore comment cela la changerait. Le lendemain, avant l'aube, dans la pénombre bleutée, Julien se rendit comme à son habitude sur le terrain d'entraînement. C'était son heure d'entraînement personnel quotidien. Torse nu, son corps musclé dégageait une légère vapeur dans l'air froid du matin. Les cicatrices, grandes et petites, gravées par d'innombrables entraînements et combats, témoignaient de son passé. Alors qu'il commençait à s'échauffer, une silhouette familière apparut dans un coin du terrain. C'était la capitaine de La Roche. Elle aussi était en tenue de sport. Son visage semblait un peu fatigué, comme si elle avait mal dormi, mais son regard était beaucoup plus profond et sérieux que la veille. Ils se firent face sans un mot. Une tension flottait dans l'air. Mais elle était différente de celle de la veille. « On commence par quoi, aujourd'hui » demanda Éléonore la première. Sa voix était encore un peu distante, mais elle n'avait plus le tranchant d'autrefois. Julien réfléchit un instant, puis désigna la corde lisse dans un coin du terrain. On pourrait commencer par ça. Sa proposition laissa Éléonore perplexe. Elle, qui avait survécu à l'entraînement impitoyable du GIGN, se voyait proposer de monter à la corde. Cela lui semblait être un jeu d'enfant, mais elle ne se plaignit pas et se dirigea docilement vers la corde. Depuis sa défaite et la demande de Julien, elle avait décidé de suivre sa méthode, pour voir. Éléonore saisit la corde avec aisance et se hissa d'un seul coup. Utilisant la force de ses bras et de ses abdominaux, elle grimpa sans effort. Son mouvement était rapide et explosif. C'était une démonstration impressionnante, mais Julien se contenta de secouer la tête en silence. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il la fit descendre et saisit la corde à son tour. Il n'utilisa pas une force explosive comme Éléonore. Au lieu de cela, il utilisa harmonieusement tous les muscles de son corps et monta avec une fluidité déconcertante, comme de l'eau qui coule. Son mouvement n'était pas une démonstration de force, mais le summum de l'efficacité. Le mouvement qui produit le maximum de résultats avec le minimum d'énergie. C'était comme le flux du ki dans les arts martiaux orientaux. Si vous essayez de monter uniquement avec la force, vous vous épuisez vite. Il faut utiliser l'équilibre de tout le corps et la respiration. Chaque mouvement doit préparer le suivant, expliqua calmement Julien depuis le sommet de la corde. Son explication n'était pas une théorie rigide tirée d'un manuel militaire. C'était un savoir vivant, acquis par le corps au fil du temps. Éléonore l'écouta en silence. Au début, sa fierté en prit un coup, mais en observant ses mouvements et en écoutant ses explications, elle réalisa à quel point elle était habituée à un style de combat basé uniquement sur la force. La puissance explosive et l'équipement de pointe, c'était le symbole du GIGN, mais Julien suivait un chemin radicalement opposé. Il faisait de son corps l'équipement le plus précis et utilisait le flux de la nature pour surmonter les limites de la force. À partir de ce jour, leurs étranges leçons particulières se poursuivirent chaque matin à l'aube. Julien enseigna à Éléonore, une par une, les méthodes d'entraînement propres aux forces spéciales de l'air. Le franchissement de rivières sur une corde épaisse, le maintien de l'équilibre sur une poutre instable, et l'entraînement sensoriel consistant à traverser des obstacles les yeux bandés, en se fiant uniquement au son. Au début, Éléonore pensait que tous ces entraînements étaient inefficaces et démodés. Mais au fil des jours, elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple renforcement physique, mais d'un processus visant à pousser les sens humains à leurs limites et à développer une force mentale capable de conserver son sang-froid en toutes circonstances. Ce qui la surprit le plus, c'était la méthode de respiration. Julien, grâce à une respiration profonde et calme appelée respiration abdominale, maintenait une concentration et un calme incroyables même lors d'efforts intenses.
Éléonore commença à apprendre sa méthode de respiration et constata rapidement que sa précision au tir et ses techniques de combat au corps à corps devenaient beaucoup plus stables et raffinées. Leur relation changea progressivement. Au-delà du statut de maître et d'élève ou de concurrent, une camaraderie commença à naître, basée sur le respect mutuel de leurs compétences et le désir d'apprendre l'un de l'autre. Après l'entraînement matinal, ils s'asseyaient souvent côte à côte pour discuter. Éléonore racontait ses expériences de combat éprouvantes au Sahel, et Julien lui parlait des entraînements de survie en milieu hostile qu'il avait menés dans les Alpes. Bien qu'ils aient combattu dans des environnements différents et de manière différente, leurs récits partageaient une profonde empathie que seuls les guerriers ayant frôlé la mort peuvent comprendre. Éléonore découvrit que Julien n'était pas seulement un soldat exceptionnel, mais aussi un homme avec une grande profondeur intérieure et une philosophie de vie. Il était un véritable protecteur, prêt à se sacrifier pour défendre son pays et ses camarades. Les premiers à remarquer leur changement furent les membres de leurs unités respectives. Les opérateurs du GIGN, qui au début se moquaient d'Éléonore et se méfiaient de Julien, changèrent progressivement d'attitude en les voyant transpirer ensemble chaque jour, s'enseigner et apprendre l'un de l'autre. Les membres du CPA 10, comprenant l'intention de Julien, cessèrent de considérer Éléonore comme une concurrente hostile. L'atmosphère sur la base d'entraînement s'adoucit visiblement. La guerre des nerfs et les querelles d'ego laissèrent place à une saine compétition pour apprendre les forces de l'autre et à une solide camaraderie. Un jour, sur le pas de tir, Éléonore avait du mal à régler la lunette d'un nouveau fusil de précision. Le vent et l'humidité subtile affectaient la balistique. C'est alors que Julien, qui observait l'entraînement en retrait, s'approcha doucement. « N'essayez pas de tirer sur le vent. Pensez que vous envoyez la balle le long du chemin du vent. » Il s'allongea à côté d'Éléonore et, au lieu de regarder dans la lunette, il désigna le mouvement des branches d'un arbre sur une colline lointaine. Le frémissement de ces branches, la direction des brins d'herbe et la sensation de l'air sur votre peau, tout cela est le langage du vent. Si vous pouvez lire ce langage, la balle trouvera sa cible d'elle-même. Ces mots sonnaient comme de la poésie. Mais Éléonore en comprit intuitivement le sens. Elle ferma les yeux un instant et, comme il l'avait dit, ouvrit tous ses sens pour sentir le vent. Quand elle regarda à nouveau dans la lunette, le monde lui parut différent. Le flux d'air transparent entre elle et la cible lui semblait aussi visible qu'une rivière. Elle retint lentement sa respiration et, en harmonie avec ce flux, appuya doucement sur la détente. Pan! La balle, comme par magie, frappa en plein centre de la cible. Éléonore retint son souffle, stupéfaite. Elle tourna la tête pour regarder Julien. Un léger sourire flottait sur son visage. En voyant ce sourire, le cœur d'Éléonore se mit à battre la chamade. C'était une émotion bien plus forte et plus brûlante que l'amitié ou le respect. Elle comprit. Elle était en train de tomber éperdument amoureuse de cet homme. La dernière phase de l'entraînement conjoint était une opération de nuit d'infiltration et de libération d'otages. Dans une zone montagneuse plongée dans une obscurité totale, il fallait infiltrer un bâtiment occupé par un ennemi fictif, libérer les otages et faire exploser la cible. Un entraînement des plus réalistes. Pour cette mission, Julien et Éléonore furent affectés pour la première fois à la même équipe en tant que binôme d'assaut de tête. Le succès de l'opération dépendait de leur synchronisation. C'était une épreuve pour leur relation complètement transformée et l'occasion de prouver la synergie qu'ils avaient créée ensemble. Dès l'instant où ils descendirent en rappel depuis un hélicoptère sur le toit du bâtiment cible, ils bougèrent comme un seul homme. Ils comprenaient les intentions de l'autre par de simples gestes et regards et avançaient avec une coordination parfaite comme s'il s'agissait d'une chorégraphie maintes fois répétée. Éléonore ouvrait les portes en couvrant l'avant, Julien lançait une grenade flash et entrait le premier pour neutraliser l'ennemi. Pendant que Julien vérifiait les angles morts des couloirs, Éléonore couvrait ses arrières, éliminant toute menace venant de derrière. Leurs mouvements étaient dénués de toute hésitation ou geste superflu. Ils affichaient une synchronisation parfaite, comme les meilleurs partenaires qui auraient travaillé ensemble pendant des années. La confiance qu'ils avaient bâtie en transpirant ensemble brillait dans l'obscurité. Les membres du GIGN et du CPA 10 qui les suivaient étaient stupéfaits par leur coordination parfaite. Ce n'était pas un niveau de synchronisation qui pouvait être atteint par le simple entraînement.
C'était un mouvement impossible sans une compréhension et une confiance profonde l'un envers l'autre. L'opération semblait se dérouler sans accroc. Ils neutralisèrent rapidement les ennemis à l'intérieur et se dirigèrent vers la dernière pièce où les otages étaient retenus. Dernière pièce. Au moins 3 ennemis et un otage à l'intérieur. Selon les renseignements, une bombe pourrait être installée dans la pièce. La voix du quartier général de l'opération résonna dans leur radio. Julien et Éléonore s'arrêtèrent un instant devant la porte pour reprendre leur souffle. Ils pouvaient entendre une faible lumière et des voix tendues filtrer sous la porte. Julien montra 3 doigts, puis 2, puis 1, le signal d'entrée. Pendant qu'Éléonore installait une petite charge explosive sur la porte, Julien visualisait leur progression après l'entrée. Explosion, entrée simultanée, Éléonore prend les ennemis à gauche, lui ceux à droite, puis il s'occupe de celui en face. Boum! La porte vola en éclats dans une petite détonation. Avant même que la fumée ne se dissipe, Julien et Éléonore se jetèrent dans la pièce comme l'éclair. Mais la situation à l'intérieur était complètement différente de leurs prévisions. Il n'y avait pas 3 ennemis, mais 5. Et ils les attendaient déjà, en position défensive. Un pistolet était pointé sur la tempe de l'otage, et au milieu de la pièce, une bombe artisanale avec un minuteur rouge clignotant était posée. Le minuteur indiquait 1 minute 30. C'était un piège parfait. « Ne bougez pas! Un seul mouvement et l'otage et vous sautez tous !» cria l'un des ennemis fictifs, le visage masqué. L'air dans la pièce se figea. Bien que ce soit un entraînement, la situation était plus que réelle. Une seule mauvaise décision pouvait entraîner l'échec de tous. Éléonore pointa instinctivement son arme, mais ne pouvait pas tirer à cause de l'otage. Des sueurs froides perlèrent sur son front. Selon la doctrine du GIGN, dans une telle situation, il fallait tenter de négocier pour gagner du temps ou demander le soutien d'un tireur d'élite extérieur. Mais le minuteur de la bombe continuait de tourner inexorablement. C'est alors que Julien posa lentement son fusil au sol. « Adjudant-chef !» s'exclama Éléonore, surprise. Lâcher son arme était un acte suicidaire. Mais Julien secoua la tête et lui dit par le regard « Fais-moi confiance ». Il leva lentement les mains et s'approcha des ennemis. « D'accord, on a perdu. Libérez l'otage. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix calme résonna dans la pièce. Les ennemis semblèrent un instant déconcertés par son action inattendue. Profitant de leur brève inattention, le regard de Julien balaya rapidement la pièce, la position des ennemis, l'état de l'otage, le type de bombe et un extincteur dans un coin. « Ce qu'on veut, c'est vos vies », cria l'ennemi qui tenait l'otage, baissant sa garde un instant. C'est à ce moment-là que le corps de Julien bougea. C'était une vitesse presque surhumaine. D'un coup de pied, il projeta son fusil au sol en l'air, le rattrapa au vol et, simultanément, plongea vers l'extincteur dans le coin. Avec un bruit soudain, une poudre blanche jaillit de l'extincteur, aveuglant instantanément les ennemis. « Coff! Coff !» Pendant que les ennemis, désorientés, toussaient, tout était déjà terminé. Pan, pan, pan. 3 coups de feu résonnèrent presque simultanément. En faisant une roulade avant, Julien, en position basse, abattit avec précision les 3 ennemis qui menaçaient l'otage. Ces balles ne touchèrent pas un seul cheveu de l'otage, mais se logèrent uniquement dans les points vitaux des ennemis. Au même moment, Éléonore se jeta également en avant. Elle abattit les 2 ennemis restants avec des tirs précis et impitoyables, ne leur laissant aucune chance de riposter. Le silence revint instantanément dans la pièce. La poudre blanche de l'extincteur retombait lentement au sol. Le minuteur de la bombe indiquait 20 secondes. Julien se précipita vers la bombe et, avec des gestes experts, commença à désamorcer le détonateur. Éléonore protégeait l'otage tout en surveillant les environs. Clic! Le minuteur s'arrêta à 5 secondes. La situation était sous contrôle. Les 2 reprirent leur souffle, le cœur battant, et se regardèrent. À travers la poudre blanche et leurs lunettes de vision nocturne, leur regard était plus intense que jamais. Il y a quelques instants, ils s'étaient mutuellement sauvé la vie au seuil de la mort. La voix de l'instructeur, annonçant la fin de l'exercice, retentit dans les haut-parleurs. Équipe d'assaut. Fin de situation. Opération parfaite. Éléonore se releva et s'approcha de Julien. Puis, sans un mot, elle lui donna une forte tape sur l'épaule. Ce geste contenait une multitude d'émotions.
la surprise, la gratitude et une confiance profonde. Julien, à son tour, la regarda et esquissa un léger sourire. Dans l'obscurité et la fumée de la poudre, leurs regards se croisèrent. À cet instant, ils comprirent. Ils n'étaient plus de simples partenaires d'entraînement. Ils étaient devenus des frères d'armes ayant traversé la mort ensemble et des êtres spéciaux partageant une émotion qui allait bien au-delà. La petite étincelle née dans l'obscurité commençait à devenir un brasier incontrôlable. Le dernier soir, après la fin de tous les entraînements conjoints, une petite fête d'adieu fut organisée. Contrastant avec la gêne de la première rencontre, le réfectoire improvisé était rempli de membres du CPA 10 et du JIJN, assis ensemble, riant et discutant pour atténuer la tristesse du départ. Julien s'était éclipsé de la fête bruyante et fumait seul dans un coin du terrain d'entraînement. Avec la tension des derniers jours qui retombaient, il ressentait une fatigue immense et un vide étrange au creux de son cœur. Demain, ils retourneraient chacun à leur poste. Éléonore aussi. Être ne se reverrait-il jamais. C'est alors que quelqu'un s'approcha de lui. Sans même se retourner, il sut que c'était Éléonore. Il reconnaissait maintenant son odeur si particulière. « Qu'est-ce que tu fais tout seul ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je prenais juste un peu l'air. » « Oh gars !» Un silence s'installa de nouveau entre eux. Mais ce silence n'était plus gênant. Ils étaient devenus des personnes capables de se sentir à l'aise en étant simplement ensemble, sans parler. Une fine pluie commença à tomber du ciel. La pluie, mêlée à l'air froid de la nuit, mouillait leurs épaules. « Il pleut !» dit Éléonore en regardant le ciel. « Oui, je n'aimais pas la pluie. Mais bizarrement, aujourd'hui cette pluie ne me déplaît pas. » Elle tourna la tête pour regarder Julien. Ses cheveux blonds, mouillés par la pluie, collaient à son visage, et ses yeux bleus brillaient d'une lueur particulièrement profonde et triste sous les lumières de la nuit. « Tu pars demain ?» « C'est exact. On se reverra. » Julien ne pouvait pas répondre facilement à cette question. Leur statut de militaire, leur nationalité différente, un avenir imprévisible. Trop d'obstacles se dressaient devant eux. « Je ne sais pas. » « Heito. » Sa réponse honnête laissa une ombre de déception sur le visage d'Éléonore. Elle baissa la tête et regarda le bout de ses chaussures. « Julien. » Pour la première fois, elle l'appela par son prénom, sans son grade. « À cause de toi, tout est devenu un chaos. » Sa voix semblait pleine de reproches, mais elle contenait une profonde tristesse. « Avant de te rencontrer, j'étais satisfaite de ma vie. Devenir le meilleur soldat, c'était mon unique objectif. Et je pensais que je m'en sortais mieux que quiconque. Mais tu es apparu et tu as bouleversé tout mon monde. » Elle fit un pas de plus vers lui, assez près pour que leurs épaules se touchent. « Je n'avais jamais rencontré un homme aussi fort et en même temps aussi humble. Quand je regarde tes yeux calmes, toute mon arrogance et ma fierté me semblent ridicules. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression que je peux devenir une meilleure personne. » Sa confession s'infiltra dans le cœur de Julien, aussi doucement et clairement que la pluie. Julien l'écoutait en silence. Son cœur aussi battait à tout rompre. Il sentait renaître une émotion brûlante qu'il avait oubliée, ou tenté d'oublier, pendant toutes ces années de service. « Bon sang, qu'est-ce que je raconte ?» Éléonore éclata d'un rire autodérisoire et secoua la tête. Puis, comme si elle avait pris une décision, elle prit une grande inspiration et le regarda droit dans les yeux. « Je t'aime, Julien. » Sa confession fut aussi directe qu'une balle, sans hésitation ni artifice à sa manière. Julien retint son souffle un instant. Il s'y attendait un peu, mais entendre les mots « je t'aime » de sa bouche avait un poids bien plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Il jeta sa cigarette à terre et l'écrasa du pied. Puis, il tendit lentement la main vers son visage mouillé par la pluie. Ses doigts, rudes et calleux, écartèrent doucement les mèches de cheveux collées à sa joue. Son geste soudain fit légèrement tressaillir Éléonore. « Pour un soldat comme moi, de tels sentiments sont un luxe, » dit Julien à voix basse. Sa voix était à peine audible dans le bruit de la pluie. Mais l'émotion qu'elle contenait était claire. Nous sommes des gens qui peuvent mourir à tout moment. Chaque jour, on peut tomber sous la balle d'un ennemi, ou disparaître sans laisser de traces lors d'une opération. Donner son cœur à quelqu'un, c'est risquer de lui laisser une cicatrice indélébile. Je n'ai pas ce droit. Ces mots sonnaient comme un refus, mais Éléonore put lire dans ses yeux la même tristesse et le même désir que les siens. Il ressentait la même chose qu'elle. Mais il réprimait ses émotions face au mur de la réalité. « Le droit n'a rien à voir là, dedans, »
dit Éléonore en lui prenant la main. Sa main était froide et mouillée, mais elle dégageait une chaleur intense. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Que nous soyons soldats ou non, la vie est toujours incertaine. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons à cet instant, non? Je te veux, Julien. Peu importe qui tu es, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Elle serra plus fort sa main, se mit sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur les siennes. Ce fut un baiser bref et froid, mais en même temps brûlant, contenant toutes leurs émotions. Julien, d'abord figé, finit par lui rendre son baiser, enlaçant sa taille. La pluie redoublait d'intensité. Ils s'étreignirent longuement comme s'ils étaient seuls au monde. Plus désespérément, plus passionnément, car ils savaient que cette nuit, une fois passée, ne reviendrait jamais. Dans la nuit pluvieuse de la base d'entraînement, où seuls les bruits des insectes et de la pluie se faisaient entendre, les cœurs de deux soldats venus de mondes différents ne faisaient enfin plus qu'un. Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu éclatant, comme s'il n'avait jamais plu. L'avion de transport qui devait emmener les membres du JN se préparait au décollage. Ceux qui partaient et ceux qui restaient se disaient adieu sur la piste. « À la prochaine, mon ami. Prends soin de toi. » Malgré la courte durée de l'entraînement, une solide fraternité d'armes, au-delà des corps d'armée, était née entre eux, forgée par la sueur et les épreuves partagées. Julien et Éléonore se tenaient un peu à l'écart, se faisant face. Aucun mot n'était échangé entre eux. Mais leur regard en disait plus que n'importe quelle conversation de la nuit. Éléonore retira la plaque d'identité qu'elle portait autour du cou. Puis elle la plaça dans la main de Julien. « Prends-la. » Sur la plaque était gravé son nom, son groupe sanguin et son matricule. Pour un soldat, la plaque d'identité est aussi précieuse que sa propre vie. La donnée signifiait confier une partie, voire la totalité de soi-même. Julien hésita un instant, puis la prit en silence et la glissa profondément dans la poche de sa veste de treillis. Ensuite, il retira la vieille montre en cuir qu'il portait au poignet. « C'est tout ce que j'ai à vous offrir. » Cette montre était le seul souvenir que son père lui avait laissé lorsqu'il était entré dans les forces spéciales. Il la passa lui-même au poignet d'Éléonore. Leurs mains s'effleurèrent un instant. « Je reviendrai, c'est promis, » murmura Éléonore. « C'était une promesse. »« J'attendrai, » répondit Julien. C'était un serment. À ce moment, on les appela. Il était temps d'embarquer. Éléonore jeta un dernier regard plein de regret à Julien, puis se tourna et monta la rampe de l'avion de transport. Elle ne se retourna pas. Julien resta planté là, immobile, jusqu'à ce que la lourde rampe de l'avion se ferme et que les énormes moteurs se mettent à rugir. Finalement, l'avion s'arracha à la piste et s'envola dans le ciel. En regardant l'appareil rapetissé, Julien serra fort la plaque d'identité dans sa poche. Il sentit le contact froid du métal et la chaleur d'Éléonore qui y persistait encore faiblement. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Le temps passa. Julien retourna à sa routine. Les entraînements éprouvants continuèrent et sa vie semblait n'avoir pas changé. Mais intérieurement, il était différent. Le nom d'Éléonore de la Roche était profondément gravé dans son cœur. Les soirs sans entraînement, il caressait la montre qu'elle lui avait attachée au poignet et pensait à elle, si loin. Où était-elle maintenant? Quelle mission accomplissait-elle? Allait-elle bien? Il n'avait aucun moyen de la contacter. Le GIGN était une unité soumise à un secret extrême, et tout contact privé avec un membre en opération était quasiment impossible. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était croire en la promesse qu'elle avait laissée et attendre. Un jour, il apprit aux informations internationales que les conflits s'intensifiaient au Moyen-Orient. Une brève mentionnait le déploiement de forces spéciales françaises dans une opération antiterroriste de grande envergure. Le cœur de Julien se serra. Une angoisse le saisit à l'idée qu'elle puisse être là-bas. À partir de ce jour, il consulta chaque soir les nouvelles internationales, cherchant désespérément une trace d'elle. Mais aucune nouvelle d'elle, nulle part. Le temps passait, angoissant, et son cœur se consumait. Quelques mois plus tard, alors que le souvenir de l'entraînement conjoint s'estompait dans la mémoire de tous, Julien reçut un colis mystérieux. Une simple enveloppe en papier, sans nom ni adresse d'expéditeur. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait une photo et un petit mot. La photo avait été prise dans un désert du Moyen-Orient. En tenue de combat, Éléonore souriait faiblement, le visage marqué par la fatigue. À son poignet, la vieille montre en cuir qu'il lui avait donnée était clairement visible. Et sur le mot, une seule phrase était écrite.
Je suis en vie. Et je pense toujours à toi. Julien resta longtemps immobile, la photo et le mot à la main. Ses yeux s'embuèrent. Elle était en vie. Dans un endroit dangereux, sous la menace de la mort, elle ne l'avait pas oublié. C'était suffisant. Il plaça sa photo dans son casier, au plus profond, à côté de la photo de sa mère. Et il retourna à l'entraînement. Ses pas étaient plus légers et plus énergiques que jamais. L'attente était douloureuse, mais savoir qu'il y avait de l'espoir au bout du chemin lui donnait la force de supporter. Il devait devenir plus fort. Assez fort pour la protéger le jour de son retour. Et assez fort pour mériter d'être avec elle. La chaleur qu'elle avait laissée derrière elle était devenue une flamme inextinguible qui brûlait ardemment dans son cœur. Après que la nouvelle d'Éléonore lui soit parvenue, un long silence s'installa de nouveau. Pendant que les saisons changeaient 2 fois, il se consacra uniquement à l'entraînement. L'idée qu'elle se battait en ce moment même, au péril de sa vie, quelque part dans le monde, était un moteur qui le poussait à se dépasser. Ses compétences atteignirent un tel niveau de maîtrise qu'il devint difficile de trouver un adversaire à sa taille au sein de l'unité. Pendant ce temps, la situation internationale se détériorait. Des nuages de guerre s'amoncelaient sur l'Afrique de l'Ouest. Un État voyau du Sahel, soutenu par une puissance obscure, multipliait les provocations militaires, menaçant les pays voisins. La région était redevenue une poudrière. L'alerte fut donnée au CPA-10. L'intensité de l'entraînement devint comparable à celle d'une situation réelle, et tous les membres furent placés en état d'alerte maximale. Julien, au cœur de cette situation, dirigeait son unité, pressentant la tempête qui approchait. Un jour, il fut convoqué d'urgence par le commandement de l'unité. Lorsqu'il entra dans la salle sécurisée, il y trouva le commandant de la base, des hauts gradés de l'état-major, ainsi que des civils au visage inconnu. Ils ne ressemblaient pas à des militaires, mais plutôt à des agents de renseignement. « Adjudant-chef, je vous présente ces messieurs de la DGSE », le présenta le commandant. Une tension palpable emplissait la salle de réunion. L'homme qui semblait être le chef des agents de la DGSE s'approcha de Julien et lui serra la main. « Je m'appelle Jean-Pierre Martin. Votre réputation vous précède, adjudant-chef Dubois. » Son français était poli, mais son regard analysait Julien avec acuité. « Ce dont nous allons discuter à partir de maintenant est un secret militaire du plus haut niveau. En quittant cette pièce, vous devrez tout oublier. » Martin commença son briefing. Le contenu était choquant. L'État voyou du Sahel avait récemment réussi à développer des armes de destruction massive et, selon leurs informations, prévoyait de les utiliser pour une attaque terroriste menaçant toute la région. Il a également été révélé qu'une organisation clandestine, un groupe terroriste et de trafic d'armes international connu sous le nom de Scorpion Noir, était derrière la fourniture de la technologie et des composants clés. Le Scorpion Noir n'est pas un simple groupe terroriste. Il opère à travers des cellules dormantes dans le monde entier, et leurs informateurs ont infiltré les gouvernements et les armées de plusieurs pays. Leur objectif final est de provoquer un chaos mondial pour étendre leur influence. Martin projeta quelques photos satellites sur l'écran. C'était un complexe de recherche secret situé au cœur du désert. Notre objectif est de détruire cette installation et de récupérer les échantillons d'armes de destruction massive ainsi que les données de développement. L'échec n'est pas une option. Les conséquences d'un échec de cette opération seraient inimaginables. La difficulté de la mission était extrême. Il fallait infiltrer une installation située au cœur du territoire ennemi en déjouant un réseau de surveillance impénétrable. Le déploiement de troupes régulières était impossible, car cela signifierait une guerre ouverte. La seule solution était une infiltration discrète par une unité d'élite des forces spéciales. C'est pourquoi, pour la première fois de l'histoire, nous avons décidé de former une équipe d'opérations spéciales conjointe composée des meilleurs éléments français, déclara le commandant d'une voix grave. Le CPA-10 pour l'armée de l'air et le JIJN pour la gendarmerie seront déployés pour cette mission. Et vous, adjudant-chef, vous prendrez le commandement sur le terrain de notre équipe. Julien hocha la tête en silence. Son cœur se mit à battre la chamade. Ce n'était pas un entraînement. C'était la réalité. Une mission cruciale dont dépendait le destin de la nation et peut être la paix mondiale. Qui commandera l'équipe du JIGN ? Demanda Julien. C'était ce qui l'intéressait le plus. Martin sourit d'un air entendu et répondit
Compte tenu de la nature spécifique de cette mission, nous avons fait appel à la meilleure experte. Quelqu'un qui connaît mieux que quiconque la topographie de cette région et les spécificités de l'ennemi, et qui a déjà l'expérience d'opérations conjointes avec vous. La porte de la salle de réunion s'ouvrit et une personne entra. En tenue de combat, elle paraissait encore plus forte et plus déterminée qu'auparavant. Mais son regard, fixé sur Julien, était aussi profond et brûlant que la nuit pluvieuse de leur rencontre. Éléonore de la Roche. Elle portait les galons de commandant. « Ça fait longtemps, adjudant-chef. » Sa voix était basse et calme, mais Julien perçut le léger tremblement qu'elle dissimulait. Ils se regardèrent en silence. Il n'y avait pas de temps pour la joie des retrouvailles, ni le loisir de prendre des nouvelles. Ils ne se retrouvaient pas en tant qu'amants, mais en tant que commandants d'opération, contraints de risquer leur vie ensemble. La tempête était enfin là, devant eux. Et au cœur de cette tempête, leur destin s'entrelaçait de nouveau, comme une évidence. Le briefing terminé, Éléonore et Julien se retrouvèrent seuls, et elle put enfin relâcher son expression rigide. « Félicitations pour votre promotion, mon commandant, » dit Julien, brisant le silence le premier. « Merci. Toi non plus, tu n'as pas changé, Julien. Ou devrais-je t'appeler adjudant-chef maintenant ?» Un léger sourire effleura les lèvres d'Éléonore, mais il disparut aussitôt. Son visage portait une petite cicatrice, souvenir des combats acharnés du Moyen-Orient, et une profonde fatigue qu'elle n'avait pas auparavant. « Merci pour la photo. Je suis heureux que vous alliez bien. Et toi, tu portes toujours cette montre. » Elle remonta la manche de son treillis pour lui montrer la vieille montre qu'il lui avait donnée. Leurs retrouvailles se terminèrent sur cet échange, bref. Ce n'était pas le moment de s'attarder sur des sentiments personnels. Le poids de la responsabilité d'une mission dont dépendait le destin du monde pesait sur leurs épaules. L'équipe d'opération conjointe fut immédiatement constituée. 12 des meilleurs opérateurs, 6 du CPA-10 et 6 du JIGN furent réunis. Il y avait des visages familiers. Le sergent Bernard et le tireur d'élite du JIGN, Hawk, qui avait participé à l'entraînement conjoint, faisaient partie de l'équipe. Mais l'ambiance était totalement différente de celle de l'entraînement. Aucun sourire, des regards perçants empreints de la solennité de ceux qui partent au combat. Julien et Éléonore, co-commandants de l'opération, se mirent immédiatement au travail avec leur équipe pour planifier la mission. Il y a 3 routes d'infiltration. Premièrement, infiltration aérienne par hélicoptère. C'est la plus rapide, mais le risque d'être détecté par les radars ennemis est élevé. Deuxièmement, infiltration maritime par sous-marin, suivie d'un déplacement terrestre. C'est relativement sûr, mais ça prend beaucoup trop de temps, expliqua Éléonore en pointant une carte satellite. Son briefing était clair et logique. La dernière option est l'infiltration par un réseau d'égouts souterrains. Une ancienne canalisation découverte sur une vieille carte de la région qui pourrait mener jusqu'au sous-sol du complexe de recherche. C'est la plus discrète, mais on ne connaît pas sa structure interne et on ignore les dangers qui pourraient nous y attendre. Les avis divergeaient au sein de l'équipe. Les membres du JIGN préféraient l'infiltration aérienne, proche d'un assaut frontal, utilisant leur puissance de feu et leur équipement supérieur. En revanche, les membres du CPA-10, privilégiant la discrétion et l'utilisation du terrain, penchaient pour l'infiltration par les égouts. Les philosophies opérationnelles des 2 unités s'affrontaient de front. Une situation délicate qui pouvait mener à une division de l'équipe. Tous les regards se tournèrent vers les 2 commandants, Julien et Éléonore. Éléonore réfléchit un instant, puis se tourna vers Julien. « Qu'en penses-tu, Julien ?» Elle ne prit pas de décision unilatérale, mais demanda d'abord son avis. Un comportement impensable de la part de l'arrogante capitaine d'autrefois. Elle le respectait. Julien, sans quitter la carte des yeux, répondit d'une voix basse « Les ennemis s'attendront à ce que nous choisissions la méthode la plus rapide et la plus audacieuse. » L'infiltration aérienne s'est tombée droit dans leur piège. Il se leva et pointa un endroit sur la carte. L'infiltration maritime, avec son long temps de déplacement, présente trop de variables. On ne peut pas exclure le risque d'être détecté avant même d'arriver. Son doigt se posa finalement sur l'entrée des égouts souterrains. L'endroit le plus dangereux et le plus incertain. L'endroit auquel les ennemis prêteront le moins d'attention. C'est là que nous devons aller. Apparaître des ténèbres, frapper leur cœur et disparaître comme de la fumée. Telle doit être notre méthode.
Tobo? Ces paroles étaient empreintes d'une forte conviction. Ce n'était pas un jugement basé sur une simple intuition. C'était l'instinct d'un opérateur des forces spéciales, acquis au fil d'innombrables combats réels. Les membres du CPA-10 hochèrent la tête en signe d'approbation. Mais le doute persistait sur les visages des membres du GIGN. C'est alors qu'Éléonore prit sa décision. Très bien, on passe par les égouts. Sa déclaration ferme clarifia l'atmosphère dans la salle. Les membres du GIGN la regardèrent, surpris. Leur chef venait de donner raison au commandant de l'armée de l'air contre leur propre avis. Mais il y a une condition, continua Éléonore. Je serai en tête de la progression dans les égouts, et l'adjudant-chef couvrira l'arrière. Les 2 positions les plus dangereuses sont pour les commandants. Des questions? Elle balaya l'ensemble de l'équipe du regard. Ses yeux débordaient du charisme et du sens des responsabilités d'un leader. Personne n'osa objecter. Sa décision était à la fois un moyen de préserver la fierté des 2 équipes et la répartition des rôles la plus rationnelle. À cet instant, Julien réalisa à quel point Éléonore avait mûri. Elle n'était plus lasse qui fonçait tête baissée en se fiant uniquement à ses compétences. Elle était devenue un véritable chef, capable de fédérer toute une équipe et de prendre les décisions les plus difficiles. C'était comme si 2 soleils coexistaient. Un soleil brûlant et intense, Éléonore, et un soleil calme mais à la chaleur profonde, Julien. 2 soleils différents qui commençaient maintenant à briller ensemble pour un objectif commun. La planification de l'opération se déroula sans accroc. Ils s'entraînèrent jour et nuit, perfectionnant leur synchronisation. La gêne et la méfiance initiale disparurent, laissant place à une confiance solide, celle de pouvoir confier sa vie à l'autre. En dehors de l'entraînement, Julien et Éléonore ne se parlaient presque pas. Mais un simple regard échangé sur le terrain suffisait pour qu'ils lisent dans les pensées de l'autre. C'était un accord tacite. Ce n'était pas le moment d'exprimer des sentiments personnels. Leur amour devait être mis de côté, sous le poids d'une cause plus grande, la paix de leur pays et du monde. Enfin, le jour de l'opération arriva. Juste avant de monter dans l'avion de transport, entièrement équipé, Éléonore appela Julien un instant. « Julien ». Elle lui mit un petit objet en métal dans la main. C'était sa plaque d'identité. « Tu ne me l'avais pas rendue. Je te la confie à nouveau. Cette fois, tu as intérêt à revenir vivant pour me la rendre en personne. » Sa voix tremblait légèrement. Julien hocha la tête en silence et détacha sa propre plaque d'identité pour la lui mettre dans la main. « C'est valable pour vous aussi, mon commandant. Revenez en vie, absolument. » 2 plaques d'identité, 2 serments de vie et d'amour furent échangés. La rampe de l'avion de transport se ferma, et l'appareil qui les emportait s'envola dans l'obscurité totale. Il se dirigeait vers le cœur du territoire ennemi, une terre inconnue où planait l'ombre de la mort. Leur destin, et celui du monde, reposait sur l'issue de ce dangereux voyage qui ne faisait que commencer. L'avion volait en silence, à basse altitude, pour éviter les radars ennemis. En approchant de la zone d'opération, les membres de l'équipe attachèrent leurs parachutes et se préparèrent au saut. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un saut à haute altitude, mais d'une infiltration à basse altitude au-dessus de la mer. 30 secondes avant le saut, au cri du chef de soute, la rampe arrière de l'avion s'ouvrit. L'air salin d'une mer nocturne et obscure s'engouffra dans la cabine. Dans l'obscurité sans lune, seules les vagues noires et agitées les attendaient. « On y va », ordonna brièvement Éléonore. Les 12 membres de l'équipe se jetèrent sans hésiter dans les eaux froides de la nuit. Ils disparurent en un instant dans l'obscurité et les embruns. Sous l'eau, le silence et le froid régnaient. Les opérateurs, à l'aide de propulseurs sous-marins, se rapprochèrent rapidement de la côte. Même sous l'eau, leurs mouvements maintenaient une formation parfaite, sans la moindre erreur. Une fois à terre, ils récupérèrent rapidement leur équipement, sécurisèrent les environs et se camouflèrent. Tout se déroulait comme prévu. À partir de maintenant, silence radio total, sauf en cas d'urgence. Communication par gestes uniquement, ordonna Julien à voix basse. Les membres de l'équipe hochèrent la tête et se mirent en file indienne pour commencer leur progression à travers le terrain montagneux et accidenté. L'entrée des égouts, leur objectif, se trouvait à environ 10 km de la côte, dans une vallée profonde. Traverser la montagne de nuit, en évitant les patrouilles et les dispositifs de surveillance ennemis, exigeait une endurance et une patience extrêmes.
En tête, Éléonore, avec un instinct quasi animal, trouvait le chemin le plus sûr et le plus discret. Ses mouvements étaient rapides et précis, mais presque silencieux. C'était comme un fantôme se fondant dans l'obscurité. À l'arrière, Julien assurait la sécurité de toute l'équipe. Il scrutait constamment les environs, effaçait leurs traces et se préparait à toute poursuite ennemie éventuelle. Sa seule présence suffisait à procurer un sentiment de sécurité psychologique à l'équipe. Après plusieurs heures de marche éprouvante, ils trouvèrent enfin l'entrée des égouts, cachée dans une crevasse rocheuse couverte de mousse. Une grille en fer était fermée par un cadenas massif et rouillé. L'expert en explosifs du GIGN le coupa silencieusement à l'aide d'une mini-pince coupante hydraulique. Avec un grincement sinistre, la porte, qui devait être fermée depuis des décennies, s'ouvrit. De l'intérieur s'échappa un air froid et humide, ainsi qu'une odeur nauséabonde d'eaux usées. C'était une obscurité parfaite, où l'on ne voyait pas à 1 mètre. J'y vais la première. Éléonore, équipée de lunettes de vision nocturne et d'un pistolet avec silencieux, fit le premier pas dans les ténèbres sans hésiter. Derrière elle, les autres membres de l'équipe s'engouffrèrent tour à tour dans le conduit. L'égout était bien plus étroit et complexe que prévu. Un passage étroit, où un homme pouvait à peine passer, formait un labyrinthe, et de l'eau sale leur arrivait jusqu'aux chevilles. Des gouttes d'eau froide tombaient constamment du plafond, et des chauves-souris volaient en émettant des cris désagréables. C'était un environnement cauchemardesque, propice à la claustrophobie. Les opérateurs avançaient prudemment en file indienne, ne se fiant qu'au son de leur respiration et de leurs pas. Éléonore, en tête, éclairait le chemin avec sa lampe torche, et les autres suivaient la lumière. Combien de temps s'était écoulé? Soudain, Éléonore leva la main, signalant l'arrêt. « Qu'y a-t-il » demanda à voix basse le membre de l'équipe qui la suivait. « Il y a quelque chose de bizarre devant. » Le faisceau de la lampe d'Éléonore éclairait une fine rainure et un fil à peine visible sur le sol du passage. Un piège. Il avait clairement été installé en prévision d'une intrusion. Un frisson parcourut l'échine des opérateurs. Si Éléonore ne l'avait pas repéré, toute l'équipe aurait connu une fin horrible. Julien s'avança silencieusement. Il examina le piège, puis secoua la tête. Ce n'est pas le genre de piège que nous pouvons désamorcer. C'est un système complexe qui détecte à la fois la pression et le mouvement. Si on le touche, il explose. L'équipe était dans une impasse. Impossible de reculer, impossible d'avancer. Alors que tout le monde était plongé dans le silence, Julien commença à examiner attentivement les murs et le plafond du passage. Il y a peut être une solution. Il désigna une partie du plafond. Une fissure dans le béton qui semblait particulièrement fragile. On détruit cet endroit pour créer un passage de dérivation. L'onde de choc de l'explosion pourrait déclencher le piège, mais c'est notre seule option pour le moment. Mais utiliser des explosifs créerait un bruit énorme, risquant de révéler leur position à l'ennemi. « Et le bruit » demanda Éléonore. « On va utiliser l'eau. » Julien ordonna aux membres de l'équipe de vider leur gourde au sol. Puis il retira sa veste de treillis et la trempa complètement dans l'eau. Il plaça une petite quantité d'explosifs plastiques sur la fissure du plafond, puis l'enveloppa de plusieurs couches de sa veste mouillée. « Bouchez-vous les oreilles et mettez-vous à plat ventre, au maximum !» Au moment où Julien appuya sur le détonateur, un bruit sourd et étouffé retentit. Au lieu du vacarme attendu, ce fut le son d'un coton mouillé qui éclate. La veste imbibée d'eau avait absorbé l'onde de choc et les éclats, minimisant le bruit. Un petit trou, juste assez grand pour qu'un homme puisse ramper, s'était formé au plafond. Réussi. Un éclair de soulagement illumina les visages des opérateurs. L'ingéniosité et le sang-froid de Julien venaient de sauver l'équipe d'une situation critique. Ils franchirent le trou un par un, contournant ainsi le piège. Éléonore, la dernière à passer, fit un pouce levé à Julien. Son regard disait « Bien joué, comme d'habitude ». Après une longue marche dans l'obscurité, ils trouvèrent enfin une grille d'où filtrait une faible lumière. C'était sans aucun doute le passage menant au sous-sol du complexe de recherche. Infiltration réussie. Mais ce n'était que le début. La vraie guerre commençait maintenant. Les 2 commandants, à la volonté d'acier et à l'intelligence fluide comme l'eau, et leurs 10 hommes étaient prêts à commencer le combat le plus profond et le plus sombre au cœur du territoire ennemi.
Derrière la grille se trouvait le gigantesque conduit de ventilation du complexe de recherche. À travers un enchevêtrement de couloirs et de tuyaux, on pouvait voir les chercheurs s'activer à l'étage inférieur. Des gardes lourdement armés patrouillaient partout. L'objectif est le laboratoire d'armes biochimiques au niveau le plus bas, au centre. On récupère les échantillons et les données, puis on fait sauter tout le complexe. Rappela Éléonore le plan d'opération. On se divise en 2 équipes. Équipe Alpha, sous mon commandement. On prend le contrôle de la salle de contrôle centrale et on neutralise le système d'alarme. Équipe Bravo, sous le commandement de l'adjudant-chef. Vous détruisez la salle des générateurs principaux et vous coupez les renforts ennemis. On se retrouve devant le laboratoire au niveau inférieur après avoir accompli nos missions respectives. Des questions? Les opérateurs secouèrent la tête en silence. Les 2 se regardèrent. À partir de maintenant, ils devaient se séparer pour accomplir leur mission. « Prends soin de toi », dit Éléonore à voix basse. « Vous aussi, mon commandant », répondit brièvement Julien. Ce fut leur dernière conversation. Sur un signal convenu, les 2 équipes descendirent en rappel le long du conduit de ventilation. En silence. L'équipe Alpha se déplaçait comme des fantômes. Sous le commandement d'Éléonore, ils utilisèrent les angles morts des caméras de surveillance et profitèrent du moment exact de la relève des patrouilles pour neutraliser les gardes un par un en silence. Ces décisions étaient aussi tranchantes qu'une lame, et ces mouvements aussi discrets que ceux d'un assassin. Finalement, ils atteignirent la salle de contrôle centrale. 3, 2, 1, maintenant. Grenade flash, porte défoncée, l'équipe Alpha neutralisa en quelques secondes tous les gardes à l'intérieur. L'expert en communication du GIGN se connecta rapidement au système, désactiva toutes les alarmes et remplaça les flux des caméras de surveillance par des images en boucle. Le complexe tout entier venait de perdre ses yeux et ses oreilles. Au même moment, l'équipe Bravo, dirigée by Julien, se dirigeait vers la salle des générateurs. Leur chemin était bien plus dangereux que celui de l'équipe Alpha. Ils devaient traverser une zone où les gardes étaient nombreux. Dans un couloir étroit, ils se retrouvèrent face à une patrouille. Le combat était inévitable. Tchac, tchac, tchac. Le son des tirs étouffés par les silencieux résonna dans le couloir. Julien et les membres du CPA-10, se déplaçant comme un seul homme, neutralisèrent les ennemis en un instant. Leur précision au tir était quasi divine. Même sous un éclairage vacillant, ils touchaient des cibles en mouvement avec une précision mortelle. Le sergent Bernard, avec un pistolet dans chaque main, abattait les ennemis comme s'ils dansaient, mais les coups de feu attirèrent inévitablement l'attention d'autres gardes. Des renforts commencèrent à affluer de l'autre bout du couloir. « Je les couvre. »« Allez-y », ordonna Julien. Il laissa partir ses hommes et resta seul, tenant le couloir face aux ennemis qui arrivaient. Caché derrière un abri, il visait la tête des ennemis avec une précision stupéfiante. Chaque fois que son fusil crachait du feu, un ennemi tombait. Il était à lui seul une armée. Finalement, l'équipe Bravo atteignit la salle des générateurs. Ils placèrent des explosifs sur les énormes machines. Julien, après avoir retenu les poursuivants jusqu'au dernier moment, rejoignit son équipe une fois les explosifs en place. « Sortez tous !» à son cri. Les membres de l'équipe évacuèrent la salle. Quelques instants plus tard, une explosion sourde retentit. Les lumières du complexe s'éteignirent et l'éclairage de secours s'activa, faisant clignoter des voyants rouges. Les équipes Alpha et Bravo se rejoignirent presque simultanément au point de rendez-vous convenu devant le laboratoire du niveau inférieur. Leurs visages étaient maculés de poudre et de sueur, mais leurs yeux brillaient intensément. « C'est la dernière étape », dit Julien en désignant la lourde porte en acier du laboratoire. Au moment où il s'apprêtait à faire sauter la porte et à entrer, des coups de feu retentirent à l'intérieur, suivis de cris. « Qu'est-ce qui se passe ?» Les opérateurs étaient déconcertés. En défonçant la porte, ils découvrirent une scène inattendue. Le laboratoire était déjà un champ de bataille. Des chercheurs en blouse blanche gisaient au sol. Et un groupe d'hommes en treillis noirs menaçait les chercheurs restants tout en détruisant les données sur les ordinateurs. Ce n'étaient pas les gardes du complexe. Ils semblaient bien mieux entraînés et plus impitoyables. Sur leurs bras, le symbole d'un scorpion noir était tatoué. C'étaient les agents du scorpion noir. Ils les avaient devancés. « Ce sont eux !» cria Éléonore. Une fusillade intense éclata entre l'équipe conjointe et les agents du Scorpion Noir.
Le laboratoire, rempli d'équipements expérimentaux et de verreries, devint un chaos d'éclats et d'étincelles. Julien et Éléonore combattaient côte à côte, se couvrant mutuellement. Deux soleils brûlants comme une seule flamme. Les tirs d'Éléonore brisaient la ligne de défense ennemie, et Julien profitait de la brèche pour frapper au cœur de l'ennemi. Leur coordination était plus que parfaite, elle était artistique. Après un combat acharné, ils neutralisèrent enfin tous les ennemis dans le laboratoire. Mais la situation était catastrophique. La plupart des données avaient été détruites. Et le conteneur cryogénique, qui semblait contenir les échantillons d'armes de destruction massive les plus importants, avait disparu. « Merde! Ils se sont enfuis avec !» cria un membre de l'équipe. C'est alors que Julien remarqua une radio clignotante sur la poitrine d'un chercheur gisant au sol. Il la ramassa. « Hélico, toi. Préparation, extraction. » Une voix crépitante s'échappa de la radio. « Le toit ? Ils essaient de s'enfuir en hélicoptère depuis le toit, » cria Julien. Le temps leur était compté. Ils laissèrent derrière eux le laboratoire en ruine et se mirent à courir désespérément vers le point le plus haut du complexe, le toit. La dernière course-poursuite pour récupérer les échantillons dont dépendait le destin du monde avait commencé. Le complexe tout entier était un chaos. L'incendie provoqué par l'explosion se propageait et les alarmes d'urgence hurlaient à en percer les tympans. L'équipe conjointe, menée par Julien et Éléonore, se frayait un chemin à travers les décombres et les ennemis qui affluaient, se dirigeant désespérément vers le toit. Les ascenseurs étaient hors service depuis longtemps. Ils empruntèrent les escaliers de secours, montant, encore et encore. Le souffle court, les muscles en feu, personne ne s'arrêta. Lorsqu'ils défoncèrent enfin la dernière porte en acier menant au toit, une scène désespérante s'offrit à eux. Sur l'héliport, un hélicoptère d'attaque noire était déjà en train de tourner, prêt à décoller. L'homme qui semblait être le chef du Scorpion Noir, tenant une mallette argentée supposée contenir les échantillons, s'apprêtait à monter à bord. Les agents restants avaient établi une ligne de défense autour de l'hélicoptère et tiraient furieusement sur l'équipe conjointe. Une pluie froide se mit à tomber du ciel. Les gouttes de pluie et les balles se croisaient dans un balai chaotique sur l'héliport. « Bon sang, on va les perdre !» cria Éléonore, s'apprêtant à sortir de sa couverture. Mais le feu ennemi était trop intense. « Non, mon commandant, il y a un sniper !» cria Hawk, le tireur d'élite du GIGN. Une faible lueur avait été aperçue sur le toit du bâtiment d'en face. La situation était critique. Sur un héliport à découvert, il devait en plus faire face à un sniper ennemi. L'hélicoptère était sur le point de décoller. C'est alors que Julien prit une décision. « Je vais attirer leur attention. Pendant ce temps, neutraliser le sniper et l'hélicoptère. »« Tu es fou ? C'est du suicide !» s'écria Éléonore, lui attrapant le bras. Mais le regard de Julien était déjà déterminé. Il se dégagea de son emprise et lui arracha une grenade flash des mains. « Vous m'avez dit de revenir vivant, n'est-ce pas ? Je tiendrai ma promesse. » Il lui adressa un léger sourire, le premier et le dernier. Puis, sans la moindre hésitation, il se jeta au milieu des balles qui pleuvaient. Tous les canons ennemis se tournèrent vers lui. Avec des mouvements dépassant les limites humaines, Julien esquivait les balles en courant en zigzag. L'énergie qu'il dégageait était si intense, telle une tempête, que les ennemis furent involontairement subjugués par ses mouvements. Juste devant leur ligne de défense, il dégoupilla la grenade flash. Bang! Une lumière éblouissante explosa avec un bruit assourdissant, aveuglant temporairement les ennemis. C'était le moment. Panne! Le fusil de précision de Hawk cracha du feu. La balle traversa la pluie et alla se loger précisément dans la tête du sniper caché sur le bâtiment d'en face. Simultanément, Éléonore et le reste de l'équipe sortirent de leur cachette. Ils déversèrent une rafale de balles furieuses sur les ennemis encore sous le choc de la grenade flash. Julien ne manqua pas cette occasion. Il se jeta sur le chef du Scorpion Noir qui s'apprêtait à monter dans l'hélicoptère. Leurs corps s'entrechoquèrent violemment sur l'héliport. La mallette argentée tomba au sol. Le chef était un colosse d'une force monstrueuse. Il repoussa Julien et sortit un poignard. Julien dégaina également son couteau de combat. Sous la pluie, un combat à mort s'engagea entre les deux hommes. Le son strident de l'acier contre l'acier déchira l'air, au milieu des coups de feu. Ils s'affrontaient férocement, visant les points vitaux de l'autre. Ce n'était pas un combat technique,
mais un combat instinctif pour tuer. Pendant ce temps, Éléonore se précipita vers l'hélicoptère. Elle tira une rafale sur le cockpit et le pilote s'effondra en crachant du sang. L'hélicoptère, hors de contrôle, commença à tanguer, ses pales heurtant le sol de l'héliport. « Attention! L'hélico va exploser !» cria un membre de l'équipe. Le chef, se sentant en difficulté, repoussa Julien dans un dernier effort désespéré et ramassa la mallette argentée. Puis, il courut vers le bord de l'héliport et se jeta dans le vide. Il comptait s'enfuir en parachute. « Non !» hurla Éléonore en tirant dans sa direction, mais il était déjà trop tard. Mais Julien n'abandonna pas. Il se releva en chancelant et, sans hésiter, se jeta dans le vide à la poursuite du chef. « Julienne !» Le cri d'Éléonore se perdit dans le bruit de la pluie. Dans les airs, le dernier combat entre les deux hommes continua. Julien s'agrippa au corps du chef en chute libre, luttant pour lui arracher la mallette. Le chef se débattit désespérément, essayant d'ouvrir son parachute. Leurs corps enlacés tombèrent à une vitesse effrayante vers le sol. C'est alors que Julien aperçut un parachute de secours à la ceinture du chef. Rassemblant ses dernières forces, il repoussa le chef d'un coup de pied, lui arracha la mallette argentée et la serra contre lui. Puis il tira la poignée du parachute de secours. Clac! Au moment où le parachute se déploya, un choc terrible parcourut son corps. Mais il ne lâcha pas la mallette. Le chef, dont le parachute ne s'était pas ouvert, disparut en hurlant dans les profondeurs insondables. Sur le toit, Éléonore et les autres membres de l'équipe, qui avaient assisté à toute la scène, retinrent leur souffle. Le parachute de Julien descendait lentement dans l'obscurité, avec en arrière-plan les flammes de l'hélicoptère qui explosait. Au moment où ses pieds touchèrent le sol, il perdit connaissance et s'effondra. Dans sa main, la mallette argentée, qui contenait le destin du monde, était fermement serrée. Quand Julien ouvrit les yeux, la première chose qu'il vit fut le plafond blanc d'une chambre d'hôpital. L'odeur d'antiseptique et la perfusion à son bras lui indiquèrent où il se trouvait. Tout son corps était couvert de plâtre et de bandages, et une douleur lancinante le parcourait. « Tu es réveillé ?» Une voix familière. Il tourna la tête et vit Éléonore, le visage soucieux, veillant à son chevet. Son uniforme était déchiré par endroits, et son visage portait de petites coupures. Ses yeux, rouges et cernés, témoignaient de plusieurs nuits sans sommeil. « Où suis-je » La voix de Julien était rauque. « En lieu sûr. L'opération est un succès, grâce à toi. » Sa voix était un mélange de soulagement et de fatigue. « Les échantillons ont été récupérés ?» « Oui. On les a récupérés sains et saufs. L'organisation du Scorpion Noir est presque démantelée après ce coup. Le monde te doit beaucoup, Julien. » Julien poussa enfin un soupir de soulagement. Il tenta de se redresser, mais une douleur atroce lui fit grimacer. La chute lui avait causé de multiples fractures et de graves lésions internes. Le médecin avait dit que c'était un miracle qu'il soit en vie. « Ne bouge pas, tu as encore besoin de repos, » dit Éléonore en appuyant doucement sur son épaule pour le rallonger. Son geste était tendre et précautionneux. Un silence s'installa entre eux. Par la fenêtre, on voyait le paysage paisible d'une ville. Un après-midi si calme qu'il était difficile de croire que quelques jours auparavant, il se battait à mort au milieu des décombres et des balles. « Pourquoi as-tu fait une chose aussi imprudente ?» demanda Éléonore d'une voix tremblante. Ses yeux s'embuèrent. « J'ai cru que tu allais mourir. À cet instant, j'ai eu l'impression que mon cœur tombait avec toi. » Julien la regarda in silence. Avec sa main non bandée, il tendit le bras pour essuyer délicatement les larmes qui coulaient sur sa joue. « Je devais tenir ma promesse, » dit-il avec difficulté. « La promesse de revenir vivant. Et j'avais aussi quelque chose à te rendre personnellement. » Il désigna sa plaque d'identité, toujours autour de son cou. Malgré le combat acharné, il ne l'avait pas perdue. Éléonore, incapable de parler, enfouit son visage dans sa poitrine et sanglota. Toutes les émotions qu'elle avait réprimées toute sa vie jaillirent en larmes brûlantes. Il n'y avait plus de traces de la guerrière d'acier. Il ne restait qu'une femme, infiniment vulnérable devant l'homme qu'elle aimait. Julien lui tapota doucement le dos en silence. Son geste maladroit contenait tout le réconfort et l'amour qu'il pouvait lui offrir. Combien de temps s'écoula? Éléonore, ayant retrouvé son calme, releva la tête. « J'ai décidé de quitter l'armée.
Ces paroles soudaines firent écarquiller les yeux de Julien. Je n'en peux plus. Vivre chaque jour dans la peur de la mort, trembler à l'idée de perdre ceux qu'on aime, j'en ai assez. Je veux vivre une vie normale, avec toi. Elle lui serra fort la main. Je viendrai en France. Je veux commencer une nouvelle vie ici, avec toi. Plus rien ne nous sépare. Ses yeux étaient pleins de sincérité. Elle venait de faire preuve du plus grand courage, celui de tout abandonner pour lui. Julien ne pouvait pas répondre facilement. Son cœur désirait la même chose. Mais il était encore un soldat. Il avait encore des devoirs et des responsabilités envers son pays. Et il ne voulait pas qu'elle abandonne tout pour lui. Remarquant son hésitation, Éléonore ajouta « Je ne te demande pas de quitter l'armée. Je respecte le fait que tu sois un soldat. Mais tu as besoin d'un endroit où rentrer après tes missions, non? Je veux être ta maison. » Ces mots firent s'effondrer les dernières défenses de Julien. Il avait passé sa vie à protéger une grande maison, son pays. Mais il n'avait jamais rêvé d'une petite maison juste pour lui. Pour la première fois, elle lui proposait de devenir la maison où il aurait envie de rentrer. « Est-ce que j'en ai le droit? » « C'est moi qui décide si tu en as le droit, et tu le mérites amplement. » Ils se regardèrent. Plus aucun mot n'était nécessaire. Leur regard disait tout. Au milieu des cendres, au seuil de la mort, leur amour était devenu plus fort et plus clair. Ils étaient maintenant l'un pour l'autre la maison où rentrer, le seul refuge où s'appuyer. Un doux rayon de soleil entra par la fenêtre et les éclaira. La longue et sombre guerre était terminée, et un matin paisible se levait enfin pour eux, 1 an plus tard. Julien, complètement guéri, avait réintégré l'armée. Il était toujours la légende vivante du CPA 10, l'adjudant-chef respecté de tous ses cadets. Mais il avait un peu changé. Son visage, autrefois empreint de froideur, affichait souvent un sourire doux, et son regard, derrière son calme profond, portait une chaleur nouvelle. À son doigt, une alliance simple et discrète était passée. Éléonore, comme promis, avait quitté l'armée et était venue en France. Elle avait commencé une nouvelle vie, non pas en tant que commandant Éléonore de la Roche du GIGN, mais en tant qu'Éléonore, une femme ordinaire. Au début, la langue et la culture inconnue lui posèrent des difficultés, mais avec sa force de caractère et son intelligence, elle s'adapta rapidement. Elle créa une petite entreprise de traduction et donnait occasionnellement des conférences sur la tactique militaire, partageant son expérience. Ils s'installèrent dans une charmante maison dans un petit village près de la base. Quand Julien rentrait de l'entraînement, Éléonore l'attendait avec un dîner chaud. Ils cultivaient ensemble un potager et allaient tranquillement à la pêche le week-end. Leur vie n'avait rien d'extraordinaire. Mais chaque instant de ce quotidien ordinaire était un bonheur précieux, inestimable. Les 2 guerriers qui avaient frôlé la mort avaient enfin trouvé la paix la plus complète, l'un aux côtés de l'autre. Un beau jour d'automne, ils étaient assis côte à côte sur une petite colline devant leur maison, regardant le coucher du soleil. Éléonore posa naturellement sa tête sur l'épaule de Julien. « Parfois, je n'arrive pas à y croire. Que nous soyons ensemble comme ça, » murmura Éléonore. « Moi non plus. » Julien l'enlaça doucement. « Je me souviens de notre première rencontre. L'officier blonde, arrogante et insupportable. Tu n'attendais qu'une chose, c'était de me dévorer. Aïe !» Ces paroles firent éclater de rire Julien. « À l'époque, je pensais vraiment que j'étais la meilleure du monde, mais en te rencontrant, j'ai compris. La vraie force, ce n'est pas d'écraser l'autre pour s'élever, mais de le respecter et d'avancer ensemble. C'est toi qui m'as changé, Julien. C'est la même chose pour moi. J'ai vécu toute ma vie comme un soldat. Je ne savais pas comment exprimer mes émotions, ni comment goûter au bonheur. C'est toi qui m'as montré un nouveau monde. Un monde qui a pour nom l'amour. » Ils regardèrent en silence le coucher de soleil flamboyant. Le ciel et la terre étaient inondés d'une lumière dorée. « Julien, » dit soudain Éléonore en relevant la tête. Ses yeux bleus, sous la lumière du crépuscule, brillaient comme des pierres précieuses. « Tu te souviens du Paris de notre première rencontre ? » ?»« Bien sûr. »« Comment l'oublier ? À l'époque, tu as gagné et j'ai dû accepter ta demande. Apprendre de toi. » »« Oui. »« Oh !» »« En fait, je crois que c'est à ce moment-là que tout a commencé. Le moment où j'ai admis que j'avais complètement perdu face à toi. Pas seulement le pari, mais en tant qu'être humain, en tant que soldat, j'ai mis genou à terre devant toi. » Elle prit sa main et la posa sur son ventre.
C'était encore imperceptible, mais une nouvelle vie y grandissait. Alors, cette fois, c'est moi qui te propose un pari. Un sourire espiègle illumina son visage. Quel pari? Notre futur bébé. Si c'est un garçon, il te ressemblera. Si c'est une fille, elle me ressemblera. Qui va gagner, à ton avis? Julien se contenta de sourire à son pari farfelu. Pour ce pari-là, j'aimerais bien perdre. Il posa sa main sur le ventre d'Éléonore et l'embrassa tendrement. La dernière lueur du soleil couchant les enveloppait de sa chaleur. Dans le ciel qui s'assombrissait à l'est, la première étoile apparaissait déjà. Il le savait. Leur vie ne serait pas toujours paisible. Quelque part dans le monde, les forces des ténèbres se relèveraient, et Julien devrait peu être un jour se battre à nouveau pour son pays. Mais il n'avait plus peur. Il croyait qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle obscurité. Le crépuscule rouge qui avait envahi le ciel s'estompa, laissant place à une nuit profonde et bleue. Mais dans leur cœur, un soleil qui ne se couchait jamais brillait. Un soleil calme et pourtant brûlant, capable d'illuminer le monde par leur seule présence mutuelle.